Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la troisième partie de l'enregistrement de Bancon-Yves, réalisé le 24 septembre 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne, le 24 septembre 2009 à Périgueux, Monsieur Yves Bancon. Revenons à Strasbourg. Oui. Après ce contrôle, comment vous regagnez la France, la frontière? Je pars pour Molsheim par le train. Je descends à Molsheim, là j'ai quelques craintes, mais enfin elles ne sont pas fondées. Et je vais boire un café au café de la place de Molsheim. Bon, là il y avait des gars qui parlaient, qui buvaient. Et ça parlait français, vous voyez, ça parlait pas alsacien. Alors je prends contact avec un gars là, qui avait l'air d'être un bûcheron, puis on parle d'une façon anodine, comme ça. Bon. Et j'ai dit, la frontière, elle est loin, là. Comme ça, mais le gars, il a compris ça. Il me dit, allez, suis-moi. Alors, il m'amène dehors. Il me dit, la frontière, elle n'est pas toute près. Elle n'est pas à 2 pas, là. Il faut faire du chemin encore, hein. Mais il me dit, écoute, si tu veux, je m'en vais à Schirmeck avec ma camionnette, tu montes avec moi. Alors, il m'embarque avec sa camionnette. J'avais un mauvais chapeau, il me dit, c'est pas un chapeau qu'il te faut, tu vas te faire repérer là. Tiens, je prends le chapeau, je te donne ma casquette. Et il avait une petite panière que j'ai toujours, dans laquelle il y avait un casse-croûte. Il me dit, tu prends cette panière avec toi, tu trouveras de quoi te restaurer un peu. Et donc, je suis parti. Quand je l'ai quitté à Schirmeck, il m'avait indiqué à peu près. Et puis, je devais voir aussi le curé de Roto, mais le curé de Roto, quand je l'ai contacté, il m'a dit, je sais rien, moi. Et j'ai compris pourquoi, hein, par la suite, hein, pas tout de suite. Parce qu'à Roto, c'est là où descendaient les déportés qui allaient au Struthof. Et j'ai vu les gars du Struthof en train de construire la route pour y accéder. Ça a été une douche, hein, je peux vous le dire, hein, de croiser à nouveau des déportés. Et alors, donc, j'ai continué, j'étais dans la forêt, et puis il s'est mis à neiger, et puis il faisait froid, de plus en plus froid, il neigeait, là. À midi, j'ai dit, allez, je crève de faim, il faut que je bouffe, parce que ce qu'il m'avait donné était quand même léger. Et je me suis arrêté à Ranrue, dans un restaurant, et là, il y avait des ouvriers qui parlaient français. Bon, j'ai mangé, puis je suis reparti. Et j'ai suivi à peu près la direction que m'avait indiqué le gars. Mais alors, il faisait de plus en plus froid, il neigeait de plus en plus. Je me suis retrouvé sur un grand plateau. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est, où je suis? Ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'il m'avait dit. Alors, la nuit tombée, j'ai dit, je ne peux pas avancer maintenant, je n'ai pas la peine. Alors, je me suis mis sous un arbre, il y avait une espèce de trou, je me suis planqué là-dedans, hein. J'ai mangé, pas question de fumer parce qu'en allumant la cigarette, t'es repéré. Puis j'ai attendu. Je somnolais, mais je voulais pas m'endormir parce que j'étais surtout. Et effectivement, le matin, avant le lever du jour, je sentais mon corps se vider de sa chaleur, c'est-à-dire, paraît-il, les symptômes de l'hypothermie. Hein. Alors j'ai dit, là, je peux pas, il faut que je trouve une solution. Et puis j'ai vu une lumière, pas très loin. J'ai dit, tiens, il y a une maison, il y a quelque chose. Alors je me suis approché, et c'était une ferme. Il n'y avait pas de chien, fort heureusement. Et il y avait un gars qui faisait la litière des vaches.
Alors je dis, tant pis, c'est qui tout double. Je peux plus, sinon je crève. J'avais pensé à mon père qui avait eu les pieds gelés, mais moi c'était tout qui se gelait là. Alors m'approche, j'ai dit, bonjour, vous n'auriez pas un peu de feu, je vais faire sécher mes chaussettes. Il me dit, allez, entre. Et alors il me fait rentrer dans la cuisine, il y avait un grand feu dans la cheminée, sa femme était là. Il a compris tout de suite. Et il me dit, je pense que ça va pas, il faut que tu te réchauffes là. Mais il me dit, tu veux pas rester là, parce que les douaniers, les gardes-frontières allemands viennent souvent, ils passent. Il me dit, on va te préparer un lit bien chaud là-haut, effectivement. La dame m'a réchauffé un lit, je me suis mis un lit, après avoir bu un peu de café au lait. Et puis j'ai dormi de, je sais pas, 8h30, 9h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, parce que je lui avais dit, je continue. Hein. Et effectivement, quand il est venu me réveiller, il me dit, alors, ça va? Ah, je dis, oui, ça y est, j'ai repris un peu de force maintenant. Là. Et il me dit, devine ce qui se passait en bas quand tu dormais. Je dis, je sais pas. Il me dit, les gardes-frontières, effectivement, sont passés, ils ont bu le café. Alors, eux étaient là, et moi j'étais au-dessus à bien dormir. Alors, j'ai dit, maintenant, je continue. Je lui ai donné 100 marques, et il m'a donné, je lui ai demandé un vieux drap, même percé, blanc, pour me mettre sur le dos, pour me confondre avec la neige. Voilà. Et il m'a donné la direction, et je suis parti en direction de la frontière. À un moment donné, j'ai vu que mes pas restaient sur la neige, j'ai dit. Alors, il y avait un ruisseau, je marchais un peu dans le ruisseau, il fallait le faire. Et puis les pas, je suis revenu sur la terre ferme après, un peu sur la neige. Et j'ai toujours continué à descendre. On m'a dit, il faut toujours descendre. Et je suis arrivé à voir des toits de maison. J'ai dit, tiens, c'est le village qu'on m'a indiqué, Lubin. Alors je me dis, je ne m'arrête pas à la première maison, je m'arrêterai à la deuxième. Pourquoi, je ne sais rien. J'ai tapé. Un grand gaillard a ouvert la porte. Vous désirez? Mais je dis, je cherche un restaurant. C'était pas vrai. Hein. Il fallait bien dire quelque chose. Et alors, il m'a dit, mais finissez d'entrer là, parce qu'il fait froid. Bon. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, mais je connais votre accent. Là, c'était qui tout double, je ne savais pas. Alors il a insisté, je lui ai dit, je peux bien lui dire, je suis du sud-ouest. Mais il me dit, c'est pas seulement du sud-ouest, je connais votre accent. Bon, alors j'ai fini par lui dire que j'étais de Périgueux. Il me fout une tape sur l'épaule, nom de Dieu, ma fille est mariée à Saint-Astier. Le hasard. Alors j'ai été très bien reçu. J'ai mangé ce que je pouvais manger parce que mon estomac était fermé, mais j'ai eu un bon lit. Le lendemain matin, il m'a amené à un petit car qui allait à Provenchères. Et là, il m'a dit, tu sais, le maire là-bas, c'est un copain, c'est un patriote, tu peux compter sur lui, va le voir. Effectivement, j'ai vu le maire. J'ai pris le train, le train à crémaillère, et puis je suis parti en direction de Saint-Dié. À Saint-Dié, je me suis fait discret et j'ai pris le train pour Nancy. Et à Nancy, ça a été autre chose. À Nancy, j'ai eu la confirmation que des cheminots avaient fait de la résistance. Parce que je ne savais pas trop, moi, Nancy est une grande gare, et je vois un gars qui barbouillait des marches. J'ai dit, un gars qui barbouille des marches, ça ne doit pas être un copain des Allemands. Mais c'était qu'une idée, hein. Alors je lui dis, voilà, il y a des contrôles, là, allemands dans le train. Il pose son pot, le voilà parti, il revient avec un cheminot à casquette. Alors c'était un contrôleur ou un chef de train. C'était le contrôleur. Il dit, dis donc, t'as un gars, là, il voudrait savoir. Alors il me dit, écoute... les Allemands font des contrôles, mais pas tous les soirs. Mais ils en font. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je contrôle dans un sens et eux contrôlent dans l'autre. Donc, on se croise.
Alors il dit, tu vas monter en tête du train. Et là, si je les croise, je viens de te le dire. Au moment où le train allait partir, j'entends parler allemand sur le quai. Oh, du non, mais qu'est-ce que c'est? Et je regarde discrètement, je vois une jolie fille avec 2 officiers allemands. Oh, je dis, si tout ça monte dans le train, on n'est pas sorti de l'auberge. Et alors, effectivement, bien quelqu'un qui monte, mais la fille toute seule. Très jolie fille. Eh bien, je dis, voilà que je vais faire le voyage avec une gestapiste. Je ne suis pas sûr, hein. Et au bout de certain temps, il a bien fallu décrocher la mâchoire. On ne pouvait pas faire Nancy-Paris sans... Et petit à petit, en fait, j'ai compris que c'était une fille qui s'était fait draguer. Voilà. Mais après, on a échangé le peu, enfin, pas beaucoup de choses, mais un peu... Voilà, et je suis arrivé à Paris. Et à Paris, il fallait traverser Paris, qui était ciblé par des enseignes écrites en allemand, hein. Alors, je connaissais pas beaucoup Paris. Vous y étiez déjà allé avant l'occupation? Je crois 2 fois. Et j'avais des cousins rue Lacuée, pas loin de la Bastille. Bon, j'ai dit, la solution, c'est d'aller chez eux. Alors donc, là, j'arrivais en gare de l'Est, je suis débrouillé pour rejoindre la gare de Lyon. Et puis, après, Non, je suis allé à Austerlitz, je dis une bêtise. Et d'Austerlitz, je suis parti à pied, j'ai suivi les quais pour aller chez mes cousins. Rue Lacuée, et là, bon, j'ai eu la chance qu'ils étaient levés, puis j'y suis resté 2 jours, à me reposer, à me faire soigner un pied, parce que j'avais le pied droit qui commençait un peu à avoir des gelures. Mon cousin était à la faculté de médecine, il m'a soigné. Et puis ensuite, j'ai repris le train en direction d'Angoulême, avec la complicité d'un cheminot encore. Et oui, si vous ne vouliez pas vous faire piéger, il valait mieux... Mon cousin connaissait, il avait comme client des cheminots, il m'a dit, il y en a un là qui convoie les trains, on va voir, alors... il lui a demandé, il a dit, bon, mais dis à ton cousin qu'il vienne et on essaiera de faire en sorte qu'il ne soit pas contrôlé. Mais un contrôle était toujours possible. Je voyais des gars en civil qui paraissaient suspects, alors je me suis toujours méfié, hein. Et je suis arrivé à Angoulême, et puis après je suis parti au Gompontour où j'avais un oncle qui était un résistant et ingénieur au dépôt d'Angoulême. Et j'ai dit, maintenant, il faut que je finisse d'arriver à Périgueux. Bon, il me dit, il y a un train, parce qu'à ce moment-là, il y avait une ligne qui passait par Nontron. Et on traversait la ligne de démarcation, mais qui n'avait plus la même valeur qu'avant. Mais il contrôlait de temps en temps. Il me dit, c'est pas difficile, je vais te mettre en rapport avec le chauffeur et le mécanicien. Et là, s'il y a quelque chose, tu montes sur la machine, te voilà une vieille veste de bleu. Alors, parti. Puis en fait, il n'y a pas eu de truc, donc je suis resté dans le compartiment. Et je suis arrivé à Thiviers. Là, ça a été la dernière épreuve, Thiviers. Parce qu'à Thiviers, c'était rempli de miliciens. Je le savais. Par mes cousins de Paris qui avaient des relations à Thiviers. Ils m'ont dit, attention, parce que les miliciens occupent le secteur. Et ma foi, j'ai dit, la solution, c'est de me planquer dans des wagons de marchandises. Alors je suis allé à la gare des marchandises, parce qu'il y avait les garde-voies aussi, les gars qui faisaient des navettes. Alors j'entendais marcher sur le ballast, et à un moment donné, j'ai trouvé un wagon avec une petite cabine où il y avait le serre-point. Oh, j'ai dit, allez, je vais m'installer là. Et là, j'ai pu passer la nuit à peu près, finir de passer la nuit tranquille, jusqu'à ce que le train arrive. Et quand il est arrivé, hop, je sautais dans le train. Alors là, l'arrivée à Périgueux était dangereuse, bien sûr,
Mais j'ai eu la chance de trouver dans le train une bonne sœur, avec une vieille dame. Et j'ai parlé avec cette bonne sœur. J'ai reconnu sa tenue parce que j'avais été élevé à la maternelle des Sœurs de la Miséricorde. Alors je lui ai dit, vous êtes du même ordre? Ah, elle me dit, oui, oui, vous avez connu Sœur Constance? Ah, oui, très bien. J'ai dit, c'était ma maîtresse de la maternelle. Alors on a parlé, puis arrivé à Périgueux, elle avait une valise. Alors je me suis mis contre elle et j'ai pris sa valise, je lui ai porté sa valise. Alors j'ai dit, s'il y a quelque chose, voilà. Et puis après, je suis parti, j'ai longé la rue Chanzy et je suis arrivé là où il y avait la gare des tramways, derrière la tour Mataguer, et j'ai débarqué chez mes cousins, rue Puinazo à l'époque, qui s'appelle rue André Seigne. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez du jour? Ah oui, oh oui. Oh oui, parce qu'il est mémorable. C'était le 11 novembre. Le 11 novembre 43. Et historiquement, le 11 novembre 43, vous verrez, c'est une date très importante. Et en même temps, ça me faisait beaucoup de plaisir parce que mon père, depuis la fin de la guerre de 14-18, vénérait le 11 novembre, jour. Ouais. Alors là, on avait un 11 novembre commun, vous voyez. Et vous êtes parti de Vienne à quel jour? Je suis parti, j'ai quitté la gare de Westbanon le 31 octobre 1943 et je suis arrivé le 11 novembre à Périgueux. 13 jours de voyage. Oui, avec des arrêts à Strasbourg et à Paris. Et à Périgueux, vous allez dans votre famille? Vous rejoignez votre père et votre mère? Non, alors là c'est plus compliqué. Hein. Parce que là vous êtes clandestin, là. Ah oui, c'est que là je suis vraiment en difficulté parce qu'il faut que je me cache. Parce que je sais qu'il y a une enquête qui va suivre. Hein. Alors, en définitive, attendez, je vais vous faire voir quelque chose. Bon, ça vous voyez, c'est la petite France, ça c'est le magasin de mon ami. Et voilà les deux filles, nous sommes sur la ligne Maginot, là. Hein. On voit la ligne Siegfried derrière, là-bas, le Rhin. Attendez, je vous cherche un truc. Alors voilà le double des 100 marques que j'ai donné aux paysans, là, massif du Climont. Voilà la traversée de la montagne. Ça c'est la gare de Nancy. Voilà Paris. Voilà Paris avec toute où je me trouvais au milieu de ça. Hein. Oui, on voit une photographie avec une série de panneaux, tout en allemand. Tout en allemand, et voilà la rue Lacuée, voilà la porte d'entrée de la rue Lacuée. Là, c'est le Grand Pontour. Ça, c'est le périple. Voilà, 11 novembre 1943, arrivé à Périgueux à 6 heures. Première cache dans la ville, chez les cousins, au 15 rue Puinazo, aujourd'hui rue André Seigne. Voilà, c'est là, la porte d'entrée, et la chambre était là. Voilà mes cousins. Et vous voyez, c'était pas loin de, ça je l'ignorais, hein. Voilà la planque, et voilà le théâtre où étaient internés les suspects. Voilà la Gestapo, voilà les Nord-Africains. Vous voyez, j'étais pas loin, hein. Il y avait quoi, 100 mètres. Oui, c'est actuellement la place Charles de Gaulle, et vous étiez à une centaine de mètres. Voilà. L'ancien théâtre était là. Et voilà d'ailleurs, l'ancien. Voilà. Et là, chez la cave, c'était les Nord-Africains, la phalange africaine, et là, c'était la Gestapo. Alors, pour quelle raison vous allez chez des cousins en premier lieu? Interdit, à mon avis, d'aller chez mes parents. Ça c'est trop risqué. C'est là le problème. Hein. On ne sait pas ce qui a pu se passer. Ça a mis beaucoup plus de temps pour me rechercher, mais j'ai dit non. J'ai dit je vais et après, là, quand je me suis reposé un peu,
j'ai fait avertir une amie. Parmi mes copines, il y en a une avec qui j'avais échangé un petit bout de courrier et qui travaillait à la préfecture. Alors j'ai dit je pourrais l'avertir, elle. Et à ce moment-là, elle vient me voir et elle faisait un remplacement aux renseignements généraux. Les renseignements généraux, à l'époque, c'était la police politique de Vichy. Alors c'était le meilleur ou le pire. Mais tout de suite, j'ai compris une chose, c'est que depuis l'occupation, parce que ça, on ne l'explique pas non plus, l'occupation de la France dite libre, les services de police ont un peu basculé, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'intention de se faire diriger par la Gestapo, voyez. Et donc les RG de Périgueux subissent la même mutation, et il y a un certain nombre d'inspecteurs qui passent à la résistance. Ils adhèrent au NAP. Le NAP, c'est le noyautage de l'administration publique. Et donc elle me dit, voilà, on a des inspecteurs qui sont maintenant du côté de la résistance, alors on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Mais en attendant donc, son oncle, qui était rue Pierre-Magne, accepte de me cacher, parce que je ne pouvais pas rester dans la maison où j'étais. Il y avait un juif qui se cachait, qui était un copain d'ailleurs, Jean Werner. Et j'ai dit non, il peut y avoir des descentes de police, je m'en vais. Et donc, je suis allé au 28 de la rue Pierre-Magne, voilà. Et le lendemain soir, j'ai un inspecteur qui était résistant et originaire, je vous fais tendre le bras, originaire de l'Est et qui parlait parfaitement l'allemand. C'est Meyer. Et il décide de me convoyer dans l'Allier où il y a une ferme très tranquille où je peux me refaire une santé, vous voyez, me reposer, me refaire une santé. Et donc on part pour Montluçon avec lui, mais je suis considéré comme un droit commun. Alors il amène les menottes, tout. Si la milice survenait, bon, voilà. Alors, et je débarque donc à Deux Chaises. Voilà les parents. Là, alors on arrive à Ide, et après, voilà la ferme où je débarque, à Deux Chaises. Et j'y reste 3 semaines où je me retape, je leur donne un coup de main aussi, il y a l'attestation de la propriétaire, et je reviens à Périgueux pour décider alors ce que sera la suite. Et là, donc, j'ai toujours des contacts indirects avec les renseignements généraux, les gars qui sont dans le coup. Et un soir, vous savez ce qu'ils font? Les 5 ou 6 inspecteurs passés à la résistance, dont l'inspecteur principal avec sa femme, ben, ils m'invitent à boire le champagne pour fêter mon évasion. Faut le faire. Là, ici, dans cet immeuble. Vous vous souvenez de leur nom, ces gens? Ah oui, vous aviez ça y est, maintenant, ça va m'échapper, il y avait donc celui Meyer, il devait y avoir l'inspecteur Louis, et malheureusement, lui est arrivé des problèmes, une erreur. Ensuite, vous aviez oh là là, c'est terrible les noms là. Bourgoin n'était pas là, mais il y avait Francky, un originaire de Corse. Je crois qu'il y avait un des frères Nussbaum qui y était aussi. Et il y avait l'inspecteur principal, je cherche son nom, sa femme, qui était également. Et il y avait les secrétaires. Les 3 secrétaires étaient là aussi, vous voyez. Voilà. Et alors donc on a bu le champagne. Je ne sais pas où il l'avait trouvé, mais
bizarre. Alors, par la suite, ils m'ont fait de faux papiers. Voilà la postcard d'identité. Et c'est dans le train en allant à Montluçon que j'ai choisi mon nom de guerre. Là, voilà, Ramon. Et comment vous l'avez choisi, ce nom de guerre? Ah, dans le train, je lisais un roman film, ça se faisait à l'époque. Et il y avait un film américain dont l'acteur principal était Ramon Novarro. Ah, j'ai dit, tiens, voilà, c'est un nom qui me plaît, ça. Et alors, j'ai pris Ramon et c'est resté jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Il y en a encore. Ouais. Mais alors, chose assez intéressante, c'est que, donc, il fallait que je me cache dans Périgueux. Et les parents de cette fille m'avaient dit, bon, on peut venir là. Mais enfin, c'était pas tout à fait une planque de sûreté. Hein. Alors, il se trouve que j'ai une grande tante qui habitait aux 8 rue de la Clarté, qui a su que j'étais évadé. Je voulais pas qu'elle le sache, mais on le lui a dit quand même. Et elle habitait le même immeuble que Monseigneur Souillac, le secrétaire de l'évêque. Vous voyez, là, la maison, et voilà le Monseigneur Souillac. Et ma tante. Et alors, elle lui en parle. Il dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce garçon-là. On ne peut pas le laisser comme ça. Et il en parle à l'évêque. Et l'évêque, il dit, il a qu'à venir se cacher. Monseigneur Louis. Monseigneur Louis, que voilà. Là. Et alors, j'ai photographié donc l'évêché avant qu'il soit démoli, voilà. Et quand j'en ai parlé une fois à Monseigneur Poulain, lors d'une rencontre à la préfecture, il m'a dit, mais vous avez eu tort, on a de belles chambres là-bas. Je me suis dit, j'avais autre chose à faire. Voilà, mais je n'ai pas dit aller me cacher à l'évêché. Vous voyez, les renseignements généraux, l'évêché, ça... Voilà. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales.